Jean-François Gautier, poursuivons nos conversations. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de centralité sur la Terre malgré dans la vie, dans l'univers. Vous parlez même de plurivers. C'est pas vous qui parlez de plurivers. Non, ce sont les physiciens, oui. Il faut cesser de parler d'univers et parler de plurivers. Et notamment, il y a une pluralité de centres dans le corps. C'est ce que vous nous disiez dans notre précédente conversation. Il n'y en a même pas du tout de centres dans le corps. Est-ce que vous pensiez ça avant d'être thérapeute ou c'est la thérapie, le fait de soigner les corps qui vous l'a appris? Vous avez raison, c'est probablement le fait d'avoir les mains et le travail intellectuel dedans. Le travail de l'anatomie, c'est un travail qui est très long. L'assimilation de l'élémentaire de l'anatomie, c'est 4 ans, 5 ans. Et puis après, 7, 8, 9, 10 ans pour améliorer un peu les choses, tout en ayant les mains dedans, en ce sens qu'il faut aller aussi disséquer. Et là, on rentre vraiment dans le pluriel, mais un pluriel dont les parties s'accordent. Oui. Et il est toujours très, très, très difficile d'en privilégier une. Il y a des parties qui paraissent très secondaires. Vous avez des artérioles secondaires du cœur ou de l'alimentation d'un muscle. Quand il y a un problème à ce niveau-là, ça peut déclencher des effets extrêmement délicats. Vous allez vite en besogne, Jean-François Gautier. Comment se fait-il que docteur en philosophie, journaliste, Valeurs Actuelles, je ne sais pas si on l'a évoqué, nous y reviendrons peut-être, ou Minute, ou maintenant Nouvelle Revue d'Histoire, ou Crisis, ou Éléments, comment se fait-il que vous soyez devenu thérapeute? Vous avez accepté même, vous refusez qu'on vous dise médecin. Très bien, vous allez nous expliquer pourquoi, mais sur ces mots-là, est-ce que vous acceptez rebouteux? Oui, rebouteux, je revendique. Oui. Je revendique. Alors il y a c'est votre activité professionnelle, il faut le dire. Voilà, c'est votre vie de tous les jours. Ici en Charente, à Châteauneuf. Pratiquement, oui. Pratiquement. C'est toujours la conjonction de circonstances diverses. Il n'y a pas de cause unique au fait que je sois devenu thérapeute. Mais la circonstance la plus marquante, sans doute, c'est que j'ai été atteint de tachycardie paroxystique. Et c'est une pathologie extrêmement pénible. Parce que, quand vous avez le rythme cardiaque qui monte à 120, 140, 160, voire 180, c'est d'abord difficile de dormir. Fatigant? Extrêmement fatigant. L'équilibration n'est jamais évidente à assurer. Et il y a des moments où, il faut vraiment s'asseoir, respirer. J'avais vu 2-3 cardiologues de ville qui m'avaient expliqué que le cœur était sans aucun problème, ce qui n'était pas la question que je posais. La question que je posais, c'est pourquoi est-ce qu'il tourne à 180 à l'heure alors que 60 à la minute était mon truc normal. Et un ami m'a dit, écoute, va voir Trey Daniel, il est éthiopathe, il va te régler ça en 5 minutes. En fait, non, il me l'a réglé en 2 séances. Là où 3 cardiologues de ville et 2 cardiologues hospitaliers n'avaient pas trouvé pas à redire, mais à résoudre. Là, nous sommes dans les années 80 On est en 84-85, oui. Vous avez une bonne trentaine d'années, un peu plus. Oui, 35 ans. C'est un tournant dans votre existence, on peut dire. D'abord en raison de la rencontre avec Christian Trey Daniel, à ne pas confondre avec son frère. Son frère éditeur, Yves, mais avec une connivence de curiosité entre les deux, et vous-même, d'ailleurs, vous entrez dans un monde, le monde de Trey Daniel, qui n'est pas tout à fait neuf pour vous, parce que je disais que vous êtes docteur en philosophie, j'ai oublié de dire que vous êtes aussi docteur en sciences, et que, au fond, le fait que vous vous dirigiez vers une science appliquée, c'est-à-dire la thérapie, n'est pas tout à fait absurde. J'ai eu un doctorat en éthiopathie, mais après avoir rencontré Trey Daniel, puisque c'est par lui que j'ai travaillé. Donc c'est une véritable réorientation, mais vous aviez pourtant, vous avez dirigé les éditions Atlas, je ne l'ai pas dit, mais on ne peut pas dire tout ce que vous avez fait dans votre vie.
Et vous aviez publié aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, je dois dire. Il est plutôt écrit pour les enfants, mais il est extraordinairement enrichissant. L'aventure des sciences. L'histoire des sciences, l'aventure des sciences. Oui. Donc, et ça, c'est antérieur, je crois. Vous étiez déjà prédisposé à la recherche scientifique, parce que l'éthiopathie, c'est de la recherche, on peut dire médicale, là, ça vous va? Physiologique. Physiologique et anatomique, oui. Vous n'avez pas fait d'anatomie jamais, là, alors? Je n'en avais pas étudié avant dans l'étude avec Trédaniel. Après avoir rencontré Trédaniel, j'ai suivi des cours d'anatomie, disséqué, et puis je n'avais plus d'emploi salarié, donc j'ai été nègre, comme on dit. J'ai écrit un livre grand public sur l'éthiopathie, et puis grâce à un chef de rayon dans une librairie qui n'existe plus, la librairie Lefrançois, qui était une librairie médicale, place de l'Odéon, si mes souvenirs sont bons. J'avais pu rédiger 2 thèses en médecine, comme nègre, et 2 thèses qui étaient dans la fourniture du matériel d'une nullité absolument extraordinaire. Et j'avais lu quand même quelques thèses en médecine pour savoir s'il fallait y mettre. Et franchement, ça n'est pas très sérieux. Vous dites que vous avez écrit pour d'autres des thèses en médecine. Oui, écoutez, c'est joli. Mais ils ont été reçus. Oui, on a bien compris. Enfin, diplômés. Je ne sais pas dans quel état sont leurs patients, c'est tout. Mais... Ne faites pas grand cas des études de médecine, ouvrons une parenthèse. De la médecine au fond officielle ou de la médecine la plus reconnue, la plus chère d'ailleurs, qui coûte cher à la nation, on peut dire, et dont vous estimez qu'elle n'est pas très bien organisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui cet enseignement de base qui était l'anatomie très détaillée et la neurologie très détaillée. Pour faire un diagnostic, il faut quand même comprendre si la douleur du patient est une douleur typiquement organique, une douleur musculaire, une douleur vasculaire, si c'est un territoire sensitif qui est concerné, si c'est une douleur ligamentaire. Alors, si on n'a pas étudié assez à fond l'anatomie, on ne peut pas faire la différence. Et beaucoup de patients que nous voyons dans notre métier d'éthiopathe sont des patients qui, pour l'essentiel, sont les échecs des autres. Vous voir quand ils ont épuisé le reste. Et souvent, nous avons des patients qui arrivent avec un paquet de radios, plus un paquet d'IRM, plus ceci, plus cela, plus des analyses, et pour un problème à résoudre qui demande 10 minutes. Quoi. C'est assez étrange que le système maintenant soit à ce point contrôlé par les laboratoires qu'on ne fait plus qu'y vendre de la molécule. Et ce qui ne correspond pas à la molécule, par exemple l'entorse bénigne sur un bord de trottoir, ça ne peut plus être pris en charge ni redressé aux urgences de... C'est vous qui m'avez dit que les étudiants de médecine aujourd'hui ne font plus ou presque plus d'anatomie? Non, pratiquement plus. Et puis les examens qu'ils suivent durant les 6 premières années, internes incompris, sont des examens qui consistent à mettre des croix dans des cases. C'est-à-dire que plus personne ne vérifie que, sachant construire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, il y a une pensée logique qui se suit. Et ça, c'est terrible. Et c'est terrible pour ces jeunes gens à qui on n'apprend pas les sciences qui leur permettraient de penser par eux-mêmes dans leur métier. La thérapie que vous avez choisie après la rencontre, nous allons y revenir avec Christian Trédaniel, c'est l'éthiopathie. Dites-nous ce qu'est l'éthiopathie, tout le monde ne le sait pas. Vous êtes éthiopathe en réalité. Oui, alors... c'est différent de l'ostéopathe. Le mot a été mal formé, mais j'avais fait remarquer à Christian Trédaniel, mais une fois que la chose est faite... c'est la recherche de la cause du mal. Aitia, en grec, c'est la cause. Pathos, c'est le mal ou le désordre. Et le premier problème à résoudre pour le thérapeute, c'est de déchiffrer la cause du mal, pour comprendre s'il peut réduire cette cause ou pas. Ça, c'est le coup de génie de Christian Trédaniel, de ne pas s'obséder sur le symptôme, aller chercher la source. Aller chercher la cause, oui. Qui peut être directe ou indirecte. Ce qu'on appelle les médecines parallèles. Oui, mais parallèle à quoi? À l'officielle, qui elle-même est assez déviante, ou tout au moins qui zigzague. Mais vous savez, il y avait dans la vieille médecine ordinaire un adage qui disait que la clinique
tenait la technique sous son autorité. Autrement dit, le clinicien fait un diagnostic à partir des signes. Il observe. Qu'il observe. À côté du lit, c'est ça? Ce que veut dire clinique, c'est près du lit, c'est ça? Près du lit en général, ou le patient qui vient au cabinet, comment il se lève, quelle est la couleur du fond de l'œil, est-ce qu'il tient droit, est-ce qu'il tient oblique, est-ce qu'il a des difficultés de mobilité, est-ce que la douleur crée un ritus sur le faciès, etc. Et une fois qu'il a déterminé ce qui, d'après lui, est la cause, ou s'il a une hésitation, à ce moment-là, on peut recourir à la technique pour lever le doute, mais à condition qu'il y ait un doute. Aujourd'hui, il y a une inversion du processus, telle que c'est la technique qui doit faire le diagnostic, et c'est à partir de cette technique que la prescription se fait. Et là, il y a, par rapport à toute l'histoire de ce qu'étaient les pratiques thérapeutiques, il y a quand même une erreur de méthode, à mon avis. Qui coûte cher à la sécurité sociale. Qui coûte cher, puisque tous les recours à la technique valent cher. Ouais. Et aux médicaments, quoi. Ouais. Vous soignez sans médicaments? Ah, complètement, oui. Par la main? Ce qui ne veut pas dire que certains ne sont pas nécessaires. Quelqu'un qui ne produit plus d'insuline, soit l'insuline de bord, soit l'insuline de synthèse, c'est une prothèse utile. Il ne faut pas aller contre cela, ce serait ridicule. L'éthiopathie soigne d'après la manipulation. Enfin, vous manipulez le corps, vous touchez le corps, là, pour le coup. Ah oui. Oui, il n'y a rien à distance. Je ne soigne pas par téléphone ni sur photo. La question m'a été posée plusieurs fois, mais il faut dire que l'observation est simple. Quand on a mal quelque part, on se masse, on se touche. Et c'est étonnant qu'il ait fallu attendre le milieu du XXe siècle pour revenir à ce geste naturel. Oui, j'avais un jour une discussion avec le professeur Dastug, qui avait été professeur d'anatomie à Caen, et qui, à sa retraite, travaillait avec des amis paléontologues, et qui faisait du diagnostic paléo-chirurgical. Donc, il essayait de déterminer, sur des squelettes qui présentaient des anomalies, de quelle pathologie tel patient avait pu décéder il y a 15, 20 ou 30 000 ans. Et il me disait la chose suivante: j'ai trouvé 2 ou 3 cas, je ne me rappelle plus, de fractures ouvertes qui avaient été réalignées. Eh bien, je suis obligé de reconnaître que votre métier est plus ancien que le nôtre. Et voilà. C'est votre côté Zénon, ça. Je vous présentais sous l'angle du Zénon de Marguerite Yourcenar, qui est aussi médecin. On dit rebouteux toujours quand on vient vous voir à Châteauneuf. On vient d'un peu partout, il faut vous dire. Je crois que vous avez des clients d'Australie, d'Allemagne. Ce sont des patients. Des patients, pardon, excusez-moi. Pardon, je ne devrais pas dire des clients. Mais alors, on dit on va voir le rebouteux ou on va voir... non, on va voir le... Est-ce qu'on dit on va voir ça dépend le docteur Gauthier? Oui, alors ça, ils ne le disent pas très très longtemps. Vous ne voulez pas? Non, quand ils m'appellent docteur, je leur dis cessez de m'insulter. À ce point. Mais il ne faut pas confondre, parce que en Italie ou en Allemagne, vous pouvez garder votre titre et le conserver dans la vie sociale et dans l'appellation. En France, c'est réservé. Et je ne tiens pas à être confondu avec les réservataires. Bien, mais alors, Jean-François Gauthier, combien de temps faut-il pour devenir éthiopathe? C'est une véritable science à part entière maintenant. Il y a plusieurs universités en France. Plusieurs facultés. Ce sont des facultés libres. Il y en a une à Paris, une à Rennes et une à Toulouse. Bon, j'ai enseigné dans ces 3-là. Il y en a une à Lyon. Et il y a une école qui est en gestation à Genève. Pour définir l'éthiopathie, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pour l'éthiopathie elle-même, on va dire que c'est une chirurgie non instrumentale, c'est-à-dire une technique qui intervient sur la matière même du corps, mais sans autre instrument que les mains. Et pour ce qui concerne les études elles-mêmes, il y a... Elles sont longues, je crois, 6 ans, 7 ans. Il y a un minimum de 5 ans pour pouvoir arriver à un assistanat d'1 an, un peu comme le compagnonnage en changeant de maître. Et puis
l'accession donc au titre lui-même après 6 ans. Oui. Ça n'est pas un cursus court, mais comme je vous le disais, le temps d'assimilation de l'anatomie, compte tenu du travail de mémoire que ça demande, et du travail de mémoire qui se complète petit à petit, c'est-à-dire vous commencez avec une structure osseuse, l'année suivante vous ajoutez dessus des masses musculaires qui font bouger ces structures osseuses, ensuite vous intégrez toute la distribution vasculaire qui va permettre de nourrir tout ça, après quoi vous y mettez des organes, et quand vous avez fini tout ça, vous recommencez à zéro pour distinguer tous les nerfs, moteurs, sensitifs, vasculaires, etc. Et là, vous êtes dans la symphonie permanente. Ouais. Oui, c'est ça, la symphonie, comme vous dites. Vous faites penser, puisqu'on est dans un décor très 16e ici, sur Montpellier, on peut dire, à la Renaissance. Enfin, un côté médecine de la Renaissance, vous parliez des dissections, vous avez pratiqué ça aussi? Ah oui. Oh ben ça c'est indispensable, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Oui. Mais il y a eu quand même de grands prédécesseurs non thérapeutes. Léonard de Vinci, Descartes. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la matière. C'est souvent pris dans une cosmogonie ou une cosmologie. Le corps n'est que l'application de principes c'est-à-dire que l'application de principes cosmiques. L'anatomie et le microcosme, si vous voulez, de ce que fait la cosmographie, c'est-à-dire la cartographie du ciel. Alors qu'entendez-vous par cartographie du ciel? La mécanique du ciel. Ah, la mécanique, c'est un peu différent. Oui. Il faut d'abord commencer par faire de la cartographie, c'est-à-dire repérer les choses fixes, bien que ça bouge, mais celles qui bougent toutes ensemble. Donc il y a une mécanique des fixes. Et par-dessus cette mécanique des fixes, il y a une mécanique des mobiles c'est toutes les planètes qui se promènent, qui ont des mouvements qui peuvent paraître un peu hagards. Alors, ça c'est la science la plus ancienne. Autre sujet de curiosité pour vous? Ah oui, tout à fait. Mais là, très jeune. Oui. Très jeune? Ah oui, parce que j'ai eu la chance d'habiter chez mes grands-parents, pas loin du Palais de la Découverte. À Paris. À Paris. Et donc, très jeune, j'allais au planétarium. Et j'étais abonné, j'y allais 2 fois par semaine. Et je faisais partie de la section jeune de la Société astronomique de France, qui est une société qui porte mal son nom, parce que ça n'est pas une société astronomique, c'est une société d'astronomes. Mais enfin bon. Et vous continuez? Oh non, parce que j'ai malheureusement trop d'activités pour continuer celle-là, mais l'astronomie d'observation, donc la cosmographie, est la science la plus ancienne en astronomie, mais c'est aussi la science la plus moderne. Avec les modifications d'appareillage, il y a une ouverture vers d'autres observations tout à fait extraordinaires. Et vous suivez ça comment? Vous lisez des revues scientifiques beaucoup? Il y a des revues qui sont spécialisées là-dedans. Et puis, l'évolution des techniques, en fait, il y a eu 2 grandes époques. Disons les années 1920, avec 2 très très grands observatoires aux États-Unis qui ont fait voir qu'il y avait des galaxies en dehors de la nôtre. Et là, jusqu'au début du XXe siècle, au premier quart du XXe siècle, personne ne le savait. Et il y a eu 1943-44, il y avait encore beaucoup de radars qui surveillaient l'horizon des côtes anglaises. Pour des raisons militaires. Pour des raisons militaires, mais ils ont vite compris que la Luftwaffe était un peu à court de matériel, et certains radaristes ont dirigé vers le ciel. Et ils ont constaté qu'il y avait un ciel qu'on pouvait observer avec des fréquences qui n'étaient pas celles de la lumière. Et donc c'était un autre monde, puisqu'il était constaté avec d'autres appareils dans d'autres fréquences que celles qui nous étaient accessibles jusque-là. Donc, disons que l'astronomie chinoise, beaucoup plus subtile que la nôtre, s'est trouvée là complètement dépassée parce qu'on avait changé d'appareillage, on avait changé d'appareillage et donc d'objet. Alors la mécanique du ciel, justement. Ah, la mécanique du ciel, ça aujourd'hui c'est un gros problème. J'avais laissé un petit ouvrage là-dessus en 1995, je crois, L'univers existe-t-il? C'est une manière de poser une question, parce que Actes Sud, je crois. J'ai Actes Sud, oui.
je ne pouvais pas titrer mon livre « L'univers n'existe pas ». Ça ne se serait pas vendu. Il y avait un problème. C'est un peu ce que vous pensez. Oui. C'est-à-dire que l'univers est un concept. Chez les antiques, ça s'appelait cosmos et c'était très divers. Les astrophysiciens, les cosmophysiciens modernes veulent réduire cette diversité à une loi, qui est la loi de gravitation. La loi de gravitation relativiste. Mais il est impossible de concevoir qu'une loi écrite par des esprits humains, si subtils soient-ils, permette de comprendre la totalité de l'observable. Dans le principe même, c'est aberrant. Et alors, c'est un livre dont j'ai appris qu'il était lu dans les arrière-couloirs du CNRS, mais dont il ne fallait jamais parler. C'est un livre un peu ardu, hein, je dois dire, je n'ai pas tout compris. Ah ben, il y a toute une première partie Votre qui est truc, une... quelquefois, n'est pas d'une accessibilité pure et parfaite, mais notamment dans celui-là. Oui, c'est la matière aussi qui est relativement complexe. Mais voilà, alors c'est un concept qui est un concept à la fois physique et mathématique, qui a trouvé des preuves attestant que le concept n'était pas complètement incompatible avec l'observation instrumentée. Le concept, c'est-à-dire l'univers. L'univers, à origine unique. Mais pour autant, ça ne cadre pas, sauf à dire que la matière est une, régie par une loi une, et accessible par l'esprit humain, forcément occidental. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas. Ça... À quoi vous opposez ? À quoi j'oppose que les trous noirs, toutes ces choses-là, arrivent à, petit à petit à mettre en place une telle diversité d'objets qu'on ne peut pas réduire le cosmos observable à une loi. Ça n'est pas... Faut prendre en compte l'impensable. Oui, et puis alors, on en est aujourd'hui à un point tel que, entre ce que les spécialistes appellent la matière noire, que personne n'a jamais vue, mais qui composerait quelque chose comme 15 à 20% du total, plus l'énergie noire, qui est autre chose encore, qui composerait quelque chose comme 70% du total, on en arrive à un univers dont on connaît tout, sauf qu'on n'en connaît que 15% d'après leurs calculs. Et là, il y a un moment où il faut, ce que j'avais dit à Pierre Léna, qui dirigeait la construction du gigantesque observatoire au Chili, où on a rasé 3 montagnes pour monter 5 télescopes. Enfin, c'est un truc absolument extraordinaire du point de vue technique. Je lui ai dit, il faudrait peut-être songer à ce jour qui va peut-être venir, où il faudra enlever dans les instituts d'astrophysique les sections cosmologie et mettre théologie. Il a souri. Vous préférez le mot pluriverbe ? C'est le mot qu'emploient les techniciens aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas tort. Occasion de revenir sur la personnalité de Christian Trédaniel, dont j'ai prononcé le nom 2 ou 3 fois, et son frère Yves... non, Guy. Guy Trédaniel, pardon. Lorsque vous les rencontrez, c'est un monde nouveau qui s'offre à vous ? Oui, tout à fait. Dans lequel vous plongez ? Dans lequel je plonge, et puis, il faut quand même 4, 5 ans, 6 ans pour quelqu'un qui, d'abord, qui a été salarié, pour prendre une activité non salariée. Salarié, on peut dire où ? Minutes d'abord et valeurs actuelles ensuite ? Non, valeurs actuelles d'abord, les éditions Atlas ensuite. Du temps de Bourgine. Bon, vous avez connu Bourgine, donc. Oui, j'ai connu Raymond Bourgine, oui. Qui était un homme extrêmement brillant, avec lequel il était possible d'avoir quelques désaccords, par exemple à propos de son philo-américanisme, qui était peut-être un peu outré. Voilà. Ouais, non. D'autant que chez lui, ça allait aussi avec son appréciation de la finance américaine. Oui, et oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, ensuite, vous avez dirigé les éditions Atlas. Et puis, donc, vous vous retrouvez dans la médecine, mais plongé dans un monde, pardon de redire médecine, dans la thérapie,
Et là, vous plongez dans un monde où le philosophe se retrouve, j'imagine, parce qu'il y a peut-être un peu d'ésotérisme. Non, non, dire il n'y a que pas. Guy Trédaniel aime l'ésotérisme. Ah oui, le frère a édité Oui. des choses de ce type-là. Mais dans le travail en éthiopathie, dans les revues et les livres que nous avons publiés, non, il n'y a pas d'ésotérisme du tout. Hein. Il est absolument nécessaire de raisonner logiquement, toujours avec la succession des phénomènes de cause à effet. Et tout en reconnaissant qu'il y a certaines causes qui ne peuvent pas être résolues par nos techniques. Certaines dépendent de la chirurgie, d'autres dépendent d'une prothèse éventuellement chimique ou parfois mécanique. Vous marchez avec l'acupuncture aussi? C'est autre chose, l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une logique totalement différente. Les méridiens des traditions chinoises ne sont pas superposables aux différents types de réseaux anatomiques occidentaux. Et là, on ne peut pas confondre les deux, hein, ça n'est pas possible. La science des méridiens, vous l'avez ou pas? Non. La science des méridiens, on l'acquiert comme la science anatomique, avec beaucoup de travail auprès de maîtres qui la connaissent déjà. Et il y eut une époque, je ne sais pas si c'est toujours ainsi maintenant, mais où on pouvait être admis, surtout pour un occidental, comme thérapeute acupuncteur par les autorités chinoises, qu'en passant son examen avec les yeux bandés et capable de bien fixer l'aiguille au bon endroit sur tel méridien pour telle pathologie. Alors, on est dans les médecines parallèles, pour utiliser ce terme. Il y en a une qui est très à la mode, c'est les soins par l'alimentation. Est-ce que vous accordez autant d'importance à l'alimentation que certains autres thérapeutes? Est-ce que vous ne croyez pas que le corps occidental, c'est une croyance que beaucoup de gens partagent, je voudrais savoir quel regard vous portez sur cette croyance-là, est très abîmé par ce dont il se nourrit? Ah, le corps occidental moderne, oui. Oui. Ben oui, parce qu'il y a toute une base hormonochimique dans l'alimentation, notamment l'alimentation préparée par le commerce de grande distribution, qui est absolument effroyable. Oui. Raison pour laquelle vous avez une diététique très particulière, c'est-à-dire que vous aimez la bonne cuisine. Oui, la plus traditionnelle, on peut dire justement. Je suis trop attaché au milieu viticole pour être totalement raisonnable. Voilà, on peut résumer comme ça. Bien. Alors voilà un autre domaine que nous avons un peu balayé du regard. Il faudra que nous en arrivions dans notre prochaine conversation, cher Jean-François Gauthier, à ce pourquoi aussi vous êtes très souvent cité et connu, c'est-à-dire vos études et vos publications sur la musique. Vous auriez pu écrire une histoire de la musique à la manière de Rebatté, mais vous avez écrit sur Palestrina et puis aussi sur Debussy. Nous allons y revenir dans notre prochaine conversation. Avec plaisir.